vous dirais que l'origine de ce projet-là vient principalement de M. Dalpé, qui est le président de notre société d'histoire. Lorsqu'il y a eu une demande de démolition du bâtiment, M. Dalpé, étant très au fait de tout notre patrimoine bâti, est venu nous voir en nous disant « Écoutez, je pense sincèrement que ce bâtiment-là a une valeur patrimoniale importante. » On a fait des recherches, on a essayé de voir les premiers acheteurs, puis ça a toujours été la famille Hébert, de père en fils jusqu'à Mademoiselle Antoinette, puis ensuite c'est mon père qui a acheté jusqu'à moi. J'ai pensé la restaurer. On a fait des démarches pour avoir des subventions. Il y a un ingénieur en bâtiment qui a vérifié les travaux qui devaient être faits sur la maison. Bien, j'avais pas les moyens financiers là, de supporter le coût de la maison et ça, c'était un gros deuil pour moi. Donc, partant de ça, il y a une expertise qui a été faite sur la valeur du bâtiment et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à l'origine, probablement que la première pierre de ce bâtiment-là est alentour de 1700. Et dans le rapport, on a compris qu'il y a énormément de valeurs patrimoniales et de pièces qui sont uniques à cette époque-là, qui sont encore présentes. À Varennes, le conseil n'a pas eu le choix. On s'est dit non, un instant, là, c'est un patrimoine bâti d'une grande valeur, ça restera chez nous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fera avec ça? Toutes les spéculations sont ouvertes, mais on a plein de bonnes idées. Aujourd'hui, dans le fond, on procède au démontage de la charpente de toit. En premier tout, on va enlever les planches qui sont sur le toit. On récupère en fait les planches, on va voir s'ils vont les réutiliser ou non. Les clous aussi, spécialement les clous forgés, on les récupère tous. Les clous carrés, ça par exemple, c'est quelque chose de plus commun, qui est friable, un métal qui se casse plus facilement, moins malléable, fait qu'on les réutilise plutôt rarement, là, surtout ceux qui viennent du toit, là, parce que la plupart du temps sont fourrus. Les clous carrés ont commencé autour de 1830 à apparaître sur le marché. Puis avant ça, bien, les clous étaient fabriqués par les forgerons, directement à la forge. Bon, ici, là, j'ai 4 clous forgés. On voit là que les têtes sont complètement irrégulières. Ça, c'était tapé au marteau sous l'enclume. Puis on voit la pointe là, qui est complètement effilée ses 4 faces. Fait que le clou il finit pointu. Comparativement à un clou carré, ça c'est tranché dans une feuille d'acier. Fait que sur un côté, le clou il a toute la même épaisseur, qui était l'épaisseur de la feuille d'acier, puis l'autre côté, il était peint. On vient de faire une belle découverte. On a découvert que sous l'escalier, on a encore les couleurs d'origine. On a un 2 tons aussi qui est assez commun là, dans les vieilles maisons. Sauf que là, c'est quand même des très belles couleurs, des couleurs quand même peu communes qu'on voit pas très souvent. Pour connaître l'histoire de la maison, bien là, il va falloir après ça, partir là, à la recherche là, des vieux contrats notariés qu'il y a eu à différentes époques, parce que c'est pas comme aujourd'hui, donc c'était pas aussi bien documenté lorsqu'on arrive là, au niveau de 1700 ou 1750 là, pour trouver là, les propriétaires là, de maisons. C'est sûr que pour la construction de maison, ils ne passaient pas nécessairement là, chez le notaire là, pour faire notarier la construction, mais au moins qui avait acheté la propriété, sur quel lot était situé. Donc des fois, ils décrivaient qu'il y avait une maison sur le lot qui était vendue à telle personne. C'est un peu comme faire de la généalogie, mais de la maison. C'était vraiment la charpente qu'on démontait au fur et à mesure qu'on démontait les sections de planches. La charpente est numérotée, toutes les mesures sont prises. Il y a des pièces qui ont été endommagées par le temps, forcément avec les mesures, puis les gabarits qu'offrent les anciens morceaux, on va pouvoir les reproduire puis s'assurer que ça soit vraiment là, pareil comme c'était il y a 300 ans. On va aussi mettre des contreventements sur la charpente pour s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe par le temps qu'on va démonter le tout, là, afin que ça tombe pas comme un jeu de cartes. C'est sûr qu'il y a une déconstruction de vieilles maisons à son lot, de choses qu'on ne peut pas calculer. On a été dans les temps, on n'a pas rien cassé, là. Les morceaux sont restés entiers. Ici à Varennes, on trouve de nombreux bâtiments du régime français et maisons d'inspiration québécoise de l'époque.
Au cours des 10 dernières années, c'est arrivé quand même assez souvent qu'on a eu à travailler à sauvegarder les plus belles espèces de ce type de maisons-là. Par contre, jamais de la nature de la maison Jaudoin. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ce qui fait que quand la Société d'histoire a attiré notre attention sur la maison Jaudoin, bien, on n'y a pas cru au départ parce qu'elle était beaucoup plus âgée que ce qu'on avait l'habitude de voir. Elle était dans un secteur de la ville aussi qui était très peu sélectionné, je dirais, pour se construire à l'époque. On était plutôt proche du fleuve, proche des rivières. Là, on est en plein milieu d'une terre agricole. Fait que c'était peu probable que la date qui était avancée était possible. Puis avec les notions de patrimoine bâti que j'ai en poche, je me suis dit, je vais arriver sur le chantier, puis je vais découvrir des traces qui vont me dire que le bâtiment est beaucoup plus récent. Puis quand on est arrivé sur le chantier, j'ai vu ce qu'on m'a raconté. C'est à partir de là qu'on a commencé à y croire, puis à espérer comme tous les autres. On a vu des spécialistes venir sur le chantier, des archéologues, des dendrochronologues. Et ces gens-là aussi nous laissaient croire que c'est possible. Alors depuis, on est complètement emballés. On a possiblement une maison hors du commun, avec une date de construction qui est difficile à croire. C'est très emballant comme projet. En jour 2, on va enlever les pièces qui ceinturent le bâtiment, on appelle ça les sablières, pour ensuite accéder aux pièces de charpente proprement dites, qui vont être intercalaires entre les poteaux. Normalement, je ne ferais jamais ça, mais là, je le fais parce qu'en fait, c'est des baguettes de remplissage qui ne seront pas reposées. Là, fait que c'est pas grave si j'endommage la surface, là, surprenez-vous pas. Là, on est rendu dans le démantelage du plancher. Il fallait couper les clous, donner un petit peu d'espace parce que les clous sont très profonds, sont très longs, sont vraiment bien arrimés. Puis même malgré ça, on a encore de la misère là, à ne pas casser les madriers. En tout cas, là, on espère pour le mieux. Jusqu'à date, on en a quelques-uns qui ont été démontés. Et puis, ça se passe relativement bien. On va espérer que ça continue de la sorte. Si un clou peut nous identifier une période de construction, fait que les clous qu'on a découverts ici sont terriblement vieux. Donc, des petits éléments comme ça là, qui me rappelaient mes cours, c'est réellement les dendrochronologues qui vont confirmer l'âge du bois utilisé. Donc là, on aura réellement la date très précise, mais avant ça, on est assez convaincus d'avoir quelque chose de spectaculaire entre les mains. Ce que je cherche là, en gros, il faut voir les pièces sont pour la plupart soit ici ou carré d'un côté. Ce que je cherche, c'est un peu ce côté-là ici. L'arbre, il y a l'écorce, puis juste sous l'écorce, il y a ce qu'on appelle le cambium. C'est comme la fin du mot croissance. Moi, pour moi, quand je vais venir carotter dedans, ça va me donner l'année où l'arbre a été abattu. Fait moi, c'est un peu ce que je veux, parce que plus on a une année qui s'approche de la datation de la maison, mais c'est l'année d'abattage des arbres, avec une moyenne de ça. Je me mets là ici. On sait que ce bâtiment-là, il y avait un corps principal qui était agrandi, qui était peut-être même reconstruit. Fait que j'essaie d'aller chercher des pièces qui proviennent de toutes ces portions-là. D'éviter deux choses, les nœuds. Et je veux évidemment pas non plus avoir de clous. Je vérifie juste à quelle profondeur je suis rendu. À peu près si j'ai atteint proche du cœur ou si je suis très loin encore. Dans le fond, ce que je fais toujours, c'est on prend 2 échantillons par pièce de bois. Là, c'en est un qui n'était pas très beau, qui est pas mal fragmenté. Fait que lui, je sais pas ce qu'il va pouvoir nous donner. J'ai mis ma petite étiquette ici du côté où j'avais l'écorce. J'ai pris l'échantillon. En la recollant comme ça, après ça, on va être capable de coller toute une pièce. C'est là qu'on va visualiser la largeur de chacun des arbres. C'est ce qui va nous aider éventuellement à le dater. On va démonter chacune des pièces qui constituent les murs. On peut voir ici le coin, c'est tout des tonneaux qui rentrent dans un gros poteau de coin qui lui est coulissé du bas en haut. On peut voir là, tout le travail qui a été fait. Et puis ça, c'est chevillé avec des chevilles de bois. Donc il faut faire très attention là, pour pas s'en aller en diagonale. Il faut vraiment s'assurer que tout soit bien désembouffé. Des fois, on a des petits problèmes avec ça, étant donné que la cheville est tellement vieille et elle a été tordue qu'on a beaucoup de misère à la sortir. On a des petits trucs dans ce moment-là là, pour pallier à ces situations-là, mais on va espérer que ça n'arrive pas. Là, présentement, on va procéder au contreventement de la bâtisse. On va démonter les pièces supérieures qui réunissent les poteaux entre eux.
Donc, lorsqu'on va enlever ces pièces-là, les murs vont tomber, soit par l'intérieur ou par l'extérieur. En attendant, on va mettre ce qu'on appelle des contrebattements, c'est-à-dire des pièces en diagonale qui vont venir soutenir temporairement les pièces dans lesquelles les autres pièces sont embouffées, dans d'autres termes, les pièces horizontales. On vient supporter l'ensemble des solives avec des échafaudages pour par la suite démonter les murs. Lors du démontage, on utilise une scie, non pas pour couper le bois de la charpente comme tel, mais pour couper ses arrimages. La cheville va passer bord en bord de ces trois éléments-là pour tenir le tout en place. Des fois, quand on a de la misère à enlever cette cheville-là, ils vont venir couper par l'intérieur de la mortaise le clou ou la cheville afin de dessaisir les poteaux dans les sols. C'est aussi vrai pour les murs. Ici, on a ce qu'on appelle une coulisse. Malheureusement, cette coulisse-là a été cassée, donc c'est ce qu'on veut éviter. Là, comme on voit ici dans le mur, il reste encore des morceaux qu'on voit d'isolants avec lesquels ils venaient combler les aspérités pour éviter le vent. On a sorti trois différentes composantes. On a ici la paille, un peu tout ce qu'il y avait de végétal à ce moment-là. On a même des bouts de bois, on a de la branche. Il y a aussi du crin de cheval. On voit qu'il n'y a pas de brun, il n'y a pas de noir dedans. Si on passe à ce moment-là à l'étoupe par la suite, on voit que l'étoupe, il y a du brun. Ça, c'était composé, encore une fois, de crin de cheval puis d'une base de goudron, là, du bitume quelconque. Et inévitablement, nos ancêtres ne gaspillaient rien. On a réussi à faire le démantelage de la maison dans sa totalité. On a une belle récupération, on a un 95% de réussite. Il y a 2 à 3 pièces qui ont été endommagées, mais ils étaient déjà là, très précaires. C'était juste sur le bord de casser. Sinon, on va les garder plus pour le numéro, pour savoir quelle était la pièce, quelle était aussi sa hauteur. Ces pièces-là vont être remplacées par une maison que j'ai déjà en inventaire en termes de pièces de rechange. Et puis les madriers, pour le peu qu'on a remplacés, vont être remplacés aussi par des vrais madriers centenaires qu'on a récupérés de d'autres maisons. On va enlever les planches une par une. On va pouvoir les récupérer eux aussi. Le plancher est déjà quand même pas mal ondulé. Il a été gauchi par le temps, par les variations de structure puis de fondation. Donc, il va être récupéré par contre pour être refaçonné puis reposé. Pour chaque madrier, on va s'efforcer d'en fabriquer 2. Là, on vient juste d'enlever en fait un revêtement de plancher de vinyle qui était collé sur un contreplaqué. Mais on a eu une belle surprise par contre une fois qu'on l'a enlevé. On a ici les couleurs d'origine du plancher. Le reste, là, on voit que c'est quand même du bois brut là, qui est malheureusement sale. Ici, ça a été peinturé. Sinon, une journée venteuse, ils annoncent de la pluie en fin de journée, donc on va espérer avoir le temps de tout charger sur la remorque. Parce que si c'est trop mouillé à ce moment-là, lorsqu'on va l'entreposer, il peut y avoir des risques de pourriture. Donc, on fait vraiment tout pour s'assurer que le bois reste sec en tout temps. On va garder doublé, là. Faut pas faire. On vient juste d'avoir une petite averse impromptue. Ça nous a déclenché, mettons, pour mettre la toile sur l'ensemble du chargement là, qui est sur la remorque. Et puis, on a mis la toile là, par-dessus tout ce qu'on avait à récupérer, qui était très important, qu'il ne soit pas mouillé. Bon, jour 4 terminé. On a eu le temps de démonter l'ensemble du plancher, du rez-de-chaussée. On a eu le temps en plus de le protéger. On a eu le temps d'enlever les clous sur les lambourdes. On a eu le temps de déclouer l'ensemble de la mécanique d'après le plancher. Je suis très surpris. Ça allait accélérer un petit peu à la fin, mettons, là, que ça allait être un petit peu plus vite. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir le temps de la finir aujourd'hui, d'autant plus que là, il pleut, comme vous pouvez le voir. C'est serré comme c'est pas possible. On est dans des délais à la minute près, là.
Comment tu t'attends à laisser le terrain après ton passage? Parce que l'archéologue devrait venir dès qu'elle a son permis. Pour pas contaminer le sol, c'est ça, j'aurais mis des bâches par terre là, pour assurer justement que le mortier ne vienne pas se mélanger avec la terre. Comme ça, ils n'auront pas la terre là, remaniée dans laquelle nous, on va en marcher. Comme on a affaire à une maison ancestrale qui est occupée jusqu'à l'hiver passé, ça sous-entend qu'il y a eu plein de travaux, de patchage, de désir de préserver le bâtiment dans lequel on vit. À première vue, il y a beaucoup d'éléments récents qui viennent cacher des indices plus anciens. On se rend compte que c'est pas aussi simple que ce qu'on s'attendait. On a besoin de plus de petites fenêtres là, pour aller chercher justement les informations qui nous manquent. Donc peut-être réadapter la stratégie d'intervention pour pouvoir avoir une vision plus juste de tout ce qui s'est passé ici. On a par exemple un fond d'une grosse cruche en verre. Ça, c'est relativement récent. Comparativement, par exemple, à un morceau de faïence qu'on n'a pas en très grand nombre. C'est un des éléments les plus anciens de l'assemblage. Celui-là ici, on parle assurément du 18e siècle, donc 1700-1750, avant la conquête anglaise. À date, on n'a pas beaucoup d'objets de la vie quotidienne. Ce qui n'est pas surprenant compte tenu qu'on a affaire à une maison qui est habitée pratiquement 250, si ce n'est pas 300 ans, jusqu'à l'an dernier. On n'a pas de période d'abandon au niveau de la maison qui était là, où il y aurait eu des objets laissés là, et puis qu'avec le fil du temps, les murs s'affaissent un peu, puis ils viennent qu'à préserver tous les anciens sols d'occupation avec leur contexte à l'intérieur. Mais le souci de propreté a fait en sorte aussi qu'on n'a pas accumulé plein de déchets quelconques dans la maison aussi. Merci, M. Dalpé. Grâce à lui, il a réussi à nous sensibiliser à la valeur de notre patrimoine, mais surtout à la valeur du patrimoine de la Maison Jaudoin. On va s'assurer de respecter ce bâtiment-là et de lui donner toutes ses lettres de noblesse. Merci, Jacques.